Aujourd'hui, on va parler de beauté, mais pas de beauté externe, pour ça j'aurais peut-être besoin d'une consultante parce que j'y connais rien, mais plutôt de beauté intérieure. Alors oui, on l'a tous déjà entendu, hein, que la vraie beauté, ça vient de l'intérieur, voilà, ça sonne bien, mais là je parle vraiment au sens littéral. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va explorer quels sont les facteurs qui viennent affecter l'aspect de la peau, mais de l'intérieur. Ce sont des choses qui sont moins souvent discutées, car il n'y a pas de solution miracle que l'on peut commercialiser. Cependant, comme vous allez le voir, les facteurs décrits dans cette vidéo sont fondamentaux. Donc que vous choisissiez d'appliquer des produits ou non, ces facteurs restent pertinents. Pour les prochaines 10-15 minutes, j'aimerais qu'on garde deux choses à l'esprit. Premièrement, comme tout tissu du corps, la peau a besoin d'être renouvelée. On ne peut pas juste avoir une accumulation de vieilles cellules, de cellules mortes. Et pour que ce renouvellement se fasse bien, la peau a besoin de nutriments, d'être nourrie. Deuxièmement, dans certaines conditions, la peau peut agir comme un organe de détoxification secondaire. Et quand cette fonction secondaire est trop sollicitée, on peut avoir l'apparition de démangeaisons, d'éruptions cutanées ou d'un teint qui est plus terne. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui affectent la peau comme l'équilibre hormonal ou l'exposition à la lumière, mais ce sera le sujet d'autres vidéos. Quand on parle de nourrir la peau, on a tendance à immédiatement penser à la crème. Cependant, il est important de se rappeler que c'est avant tout le rôle de l'appareil digestif de nourrir l'ensemble du corps, y compris la peau. C'est d'ailleurs un bel exemple de comment le marketing peut nous mener à prendre des décisions irrationnelles quand on compare le type d'ingrédients qu'on a tendance à s'appliquer sur la peau avec le type d'ingrédients qu'on a tendance à consommer. Ensuite, il faut garder à l'esprit quelque chose de très important, c'est que ça se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire ce n'est pas parce que je mange quelque chose que nécessairement ça va nourrir ma peau. Il faut effectivement que les nutriments soient déjà présents dans l'assiette, mais ensuite il faut qu'ils soient digérés, il faut qu'ils soient assimilés, puis transportés et enfin utilisés. Donc on va passer en revue chacune de ces étapes, mais pour le moment il est uniquement utile de savoir que la digestion, c'est simplement le mécanisme par lequel le corps transforme des nutriments qu'on a mangés en molécules plus petites qui sont utilisables par le corps. L'absorption, c'est juste le fait d'absorber ces petites molécules pour qu'elles entrent dans la circulation. Le transport, c'est justement le transport de ces molécules partout dans le corps à l'aide de la circulation sanguine. Et enfin, l'utilisation, c'est le fait que ces molécules peuvent entrer dans nos cellules où elles seront utilisées. Je vais quand même commencer par parler brièvement des nutriments dans l'assiette, car c'est là que tout commence. Donc bien évidemment, on veut dans un premier temps combler les carences courantes, comme des carences en collagène, en zinc, en vitamine A, vitamine du groupe B, vitamine C, potentiellement du cuivre. Et la chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que plus notre régime alimentaire est restrictif, donc si par exemple on enlève tous les produits d'origine animale, plus il va être difficile de combler ces carences. Donc plus notre régime alimentaire est strict, si vous voulez, plus il va falloir faire vraiment attention à la micronutrition et s'assurer qu'on a toutes ces petites molécules pour notre corps. A l'inverse, consommer des produits comme des abats ou des huîtres 2, 3, voire 4 fois par mois permet de balayer très large en termes nutritionnels. Bien évidemment, avoir les nutriments dans l'assiette, ça ne suffit pas, car comme j'ai pu en parler par le passé dans d'autres vidéos, si je ne suis pas capable d'absorber ce que je mange, je peux manger comme un professionnel de la nutrition, je serai quand même carencé. Ce qui nous mène aux étapes de la digestion et de l'absorption qui dépendent vraiment de l'intégrité de l'ensemble de l'appareil digestif. Pour cela, et je sais que vous en avez marre d'entendre ça parce qu'on nous le rabâche à tous les coins de rue, mais il est extrêmement important de gérer le stress. Parce que le stress est un antagoniste à la digestion. C'est-à-dire que de la même façon que je ne peux pas inspirer et expirer en même temps, je ne peux pas stresser et digérer en même temps. Donc plus je suis stressé, moins je vais avoir les bonnes sécrétions enzymatiques, gastriques, etc. qui vont me permettre de justement décomposer ces nutriments en molécules plus petites, assimilables par le corps. Donc je ne peux pas parler d'intégrité de l'appareil digestif sans parler de stress. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos par le passé sur le sujet et que je serai mené à en faire d'autres. En sachant que quand je parle de stress, je ne parle pas seulement du fait de dire « Ah, je suis stressé », le stress qu'on pourrait considérer de psychologique. C'est certes un type de stress qui est extrêmement important, mais ce n'est pas le seul. Et il y a un autre facteur important que j'observe assez régulièrement dans
les gens autour de moi ou même dans mes clients, c'est des gens qui disent « Ah non, je ne suis pas stressé ». Et quand on creuse un peu plus, en fait, leur corps, il est en panique complet. C'est parce qu'on a la capacité, cette résilience de s'adapter à des conditions qui sont stressantes et de considérer ça comme normal. Donc, qu'est-ce que je veux dire par stress? Donc, bien évidemment, il y a notre rythme de vie. Il faut savoir que si on vit en ville et comme la majorité des gens qui ont un travail, malheureusement, on a tendance à être un peu tout le temps speed. On n'est pas obligé, mais c'est l'environnement autour de nous nous encourage à faire ça. Et c'est vraiment notre responsabilité, et je ne dis pas que c'est facile, je sais que ça ne l'est pas, mais c'est bien d'en avoir conscience. C'est malheureusement notre responsabilité d'apprendre à rester zen dans un environnement qui est un peu chaotique. Et c'est pas tout, parce que tout ce qui est pollution, moisissure par exemple, pesticides, carence alimentaire, ça représente un stress aussi. Le fait de ne pas faire de sport, le fait de faire trop de sport, le fait d'être enfermé. Toutes ces choses-là sont des stress et je ne dis pas ça pour vous stresser, je dis ça au contraire pour vous inviter à regarder cette notion du stress de manière plus globale et afin que vous vous posiez la question, qu'est-ce que je peux gérer concrètement? Qu'est-ce que je peux gérer? Et ce que je peux gérer, je fais de mon mieux. Ce que je ne peux pas gérer, je le mets de côté. Pour l'instant, je lâche prise. Un dernier mot sur le stress, c'est aussi quelque chose qui accélère le vieillissement, notamment celui de la peau. Revenons à notre appareil digestif. Pour qu'il soit fonctionnel, on veut absolument s'assurer qu'on est bien hydraté. Et pour cela, on veut aussi s'assurer qu'on ne s'hydrate pas pendant les repas, comme beaucoup de personnes le font encore. Donc idéalement, ce que je recommande, notamment si on a un petit peu des difficultés à digérer de manière générale, on veut donc bien s'hydrater entre les repas. Ce que je recommande, c'est d'avoir une petite bouteille qui nous plaît bien au bureau, à la maison, en fait avec nous, et de s'hydrater jusqu'à à peu près une demi-heure avant le repas. On laisse une demi-heure sans rien boire, on mange, donc on mâche suffisamment pour ne pas avoir besoin d'eau pour pouvoir avaler. Et ensuite, une fois qu'on a fini le repas, on attend une petite heure pour recommencer à boire afin d'éviter de diluer l'acide gastrique et donc de rendre la digestion plus difficile. Pour que le corps puisse produire suffisamment d'acide gastrique au niveau de l'estomac ou de suc pancréatique au niveau du pancréas ou encore de bile au niveau du foie, il faut à nouveau s'assurer que certaines carences sont comblées. Donc là, on va à nouveau parler de zinc, on va parler de chlorure, on va parler de magnésium, on va parler de vitamines du groupe B et en particulier de la vitamine B1. On va penser à nouveau à la vitamine C, tous ces nutriments qui sont absolument essentiels pour ces sécrétions digestives qui nous permettent donc de convertir les nutriments dans notre assiette en choses assimilables par le corps. Un petit mot sur la thyroïde. Quand on souffre d'hypothyroïdie en particulier, ça vient ralentir l'ensemble du métabolisme et en particulier, ça vient ralentir l'ensemble de l'appareil digestif. Donc, quand c'est notre cas, la solution reste à peu près la même. On veut à nouveau combler les carences et on veut à nouveau regarder le stress et en particulier le rythme de vie. C'est-à-dire que si on considère la thyroïde comme un petit peu la pédale d'accélérateur du métabolisme, l'hypothyroïdie, c'est quand je lève le pied. C'est quand je dis hop, 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 ça va pas, il faut qu'on ralentisse. Et en général, si on regarde ça d'un point de vue un peu symbolique, c'est quand on a tendance à être trop speed dans la vie, à faire trop de choses, que notre corps nous dit hop, 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 il faut ralentir, on n'a pas les ressources pour réussir à suivre. Bien entendu, concernant la thyroïde, il y a aussi des facteurs biochimiques comme l'apport en iode et en sélénium ou encore des facteurs plus émotionnels comme le fait de s'empêcher de dire ce qu'on pense. Dans tous les cas, les bases s'appliquent. Maintenant, parlons de transport, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces petites molécules, ces petits nutriments quittent l'appareil digestif et circulent dans l'ensemble du corps pour atteindre notamment les cellules de la peau au niveau du visage. Alors, plusieurs facteurs affectent notre capacité à faire circuler tous ces nutriments au sein de notre système vasculaire. Et parmi ceux-ci, on va commencer par parler de la respiration. Le fait de respirer de manière calme et en particulier par le nez permet de sécréter suffisamment de monoxyde d'azote et d'équilibrer le ratio entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Et la combinaison de ces deux facteurs permet d'améliorer la circulation sanguine et ensuite de s'assurer, pour l'étape suivante, l'absorption, de s'assurer que les nutriments, en particulier l'oxygène, puissent quitter les globules rouges pour atteindre les cellules. Autre facteur dont j'ai pu parler dans des vidéos passées, c'est le soleil et le fait d'être pieds nus sur une surface naturelle.
le soleil, aussi bien avec ses rayons infrarouges que ultraviolets, à leur façon, peut venir encourager une bonne circulation sanguine en s'assurant à nouveau qu'il y a une bonne production de monoxyde d'azote, mais aussi en stimulant la production d'eau structurée qui permet de s'assurer que le plasma sanguin, les contenus des vaisseaux sanguins puissent couler de manière fluide sans nécessiter des battements du cœur qui soient plus importants. Donc ça permet de réguler aussi la tension artérielle. Et aussi, le fait d'être pieds nus sur une surface naturelle permet bien sûr de réduire l'inflammation, mais ça permet aussi de fluidifier la circulation sanguine, comme j'ai pu en parler dans une vidéo précédente, il me semble, sur la santé cardiovasculaire. Les tensions musculaires peuvent aussi avoir un rôle important à jouer dans la circulation sanguine, parce que 5 à 10%, seulement 5 à 10% du maximum qu'on peut contracter un muscle suffit à réduire la circulation sanguine qui passe par ce muscle de 50 à 75%. Donc on peut se rendre compte que quand on a des tensions parce qu'on a l'habitude de se tenir d'une certaine façon, ou quand on a des traumatismes un peu émotionnels qui sont présents dans notre corps, ces choses-là peuvent, avec le temps, vraiment créer un environnement d'hypoxie, un environnement qui vient asphyxier les cellules de la région. Et on peut le voir notamment dans certaines personnes, malheureusement, que l'on peut croiser dans la rue, qui ont tout le temps de la tension dans leur visage. Donc là où je veux en venir, c'est que des exercices de relaxation, on en a déjà entendu parler, mais c'est pour ça que les exercices de relaxation sont importants pour la beauté de la peau. Parce que quand on détend les muscles, le sang peut circuler de manière plus libre. Et ensuite, la posture, qui est un petit peu la conséquence de tension musculaire chronique, si vous voulez, peut elle aussi jouer un rôle important dans la circulation sanguine. Donc si par exemple on considère la posture avec la tête en avant, qu'on en voit de plus en plus de nos jours, eh bien celle-ci peut compresser un petit peu l'artère carotide et la veine jugulaire, ce qui peut réduire la totalité de la circulation sanguine dans la tête. Et donc quand je dis dans la tête, ça inclut le visage. Enfin, la dernière étape, l'utilisation, c'est-à-dire le fait que ces nutriments peuvent pénétrer dans les cellules. Alors comme je l'ai dit avant, le rôle de l'oxygénation va être extrêmement important. Et pour avoir une oxygénation optimale des cellules spécifiquement, eh bien on ne veut pas respirer plus. Au contraire, on veut respirer de manière calme et lente. Pour faire court, le fait de respirer trop ou trop rapidement, ce qui est le cas de la majorité des gens, et plus on est stressé, plus on respire vite. Vous pouvez visualiser l'exemple de quelqu'un qui fait une crise de panique. C'est un exemple extrême, mais qui illustre bien ce que je veux dire. Ou à l'inverse, l'exemple d'un moine qui est calme et qui respire très lentement. Parce que plus je respire vite, plus j'expire naturellement. Et donc plus j'expire de dioxyde de carbone. Et il se trouve que c'est la quantité de dioxyde de carbone qui permet de s'assurer que notamment l'oxygène puisse quitter les globules rouges et aller dans les cellules pour pouvoir produire de l'énergie. Mais donc, outre l'oxygène et la respiration, c'est aussi un certain nombre d'hormones qui s'assurent que les nutriments présents dans le sang peuvent aller dans les cellules. On connaît bien par exemple l'insuline, qui est une hormone sécrétée par le pancréas, qui permet de faire en sorte que le sucre, le glucose présent dans le sang, puisse aller dans les cellules. Mais il y en a d'autres, comme l'hormone parathyroïdienne, comme l'hormone de croissance, comme la gréline qui donne faim, comme la leptine qui encourage la satiété. Et toutes ces choses-là doivent être équilibrées. Donc on en revient à nouveau à l'équilibre hormonal et donc au stress, aux carences alimentaires, etc. Et bien sûr, mon petit chouchou, le rythme circadien, c'est-à-dire avoir une exposition la plus naturelle possible à la lumière. Donc en s'exposant à la lumière du soleil en journée et en réduisant la quantité de lumière artificielle la nuit. Donc, si on récapitule, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses, mais là je vais essayer de synthétiser tout ça pour vous. Donc, si l'objectif est de nourrir la peau, c'est ce qu'on veut faire, c'est pour ça que beaucoup de personnes achètent des crèmes, il faut comprendre un petit peu quelles sont les étapes qui mènent à une peau nourrie. Donc, on va parler du fait de nourrir la peau en passant par l'appareil digestif, parce que c'est comme ça que c'est conçu. Donc, on veut bien évidemment commencer avec les nutriments dans l'assiette. Donc, on veut avoir des assiettes qui sont nutritives. Ensuite, il y a l'étape de digestion. Donc, avoir suffisamment d'acide gastrique, de sucre pancréatique, de bile pour pouvoir décomposer ces grosses molécules en molécules plus petites qui sont assimilables par le corps. Pour ça, il faut avoir suffisamment d'eau, être suffisamment hydraté, il faut gérer le stress chronique, il faut combler certaines carences particulières qui permettent de créer ces sécrétions, donc comme l'acide gastrique
qui a besoin de vitamine B1, de chlorure, de zinc, etc. Donc dès que les nutriments sont dans l'assiette et qu'on les a digérés, parce qu'on a suffisamment de sécrétions digestives, et qu'on les a maintenant assimilés, ils sont désormais dans la circulation sanguine. Donc là, on passe à l'étape transport. Et l'objectif maintenant, c'est que ces nutriments circulent partout dans le corps, jusqu'à notamment, si on prend l'exemple de la peau, jusqu'aux cellules de la peau au niveau du visage. Pour ça, on a parlé de respiration, qui d'ailleurs joue aussi un rôle sur le stress. On a parlé de la posture, du fait de détendre les muscles, notamment les muscles du visage. On a parlé du soleil qui joue un rôle énorme pour fluidifier la circulation du sang. Et on a parlé du fait d'être pieds nus dehors. Et enfin, la dernière étape, c'est l'utilisation, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces nutriments qui sont dans la circulation sanguine quittent le sang pour aller dans les cellules. Et donc pour ça, on a à nouveau parlé de respiration, donc par le nez et lente, et on a aussi parlé d'équilibre hormonal, car des hormones comme la gréline, la leptine, l'insuline, tout ça, permet de faire en sorte que ces nutriments aillent dans les cellules. Et pour équilibrer les hormones, on revient à nouveau au stress, on revient à nouveau aux carences alimentaires, et on revient au rythme circadien, donc la gestion du soleil et de l'obscurité. Donc vous voyez que ces termes qu'on entend assez souvent comme le fait de nourrir la peau ou d'améliorer la microcirculation, en fait ces choses-là reviennent quasiment tout le temps aux bases. Bases qu'aucun produit, aussi scientifique soit-il, ne pourra remplacer. Et il se trouve qu'une mauvaise digestion, ce n'est pas seulement une peau moins nourrie, c'est aussi une source de toxines importante. Et donc une mauvaise digestion chronique peut créer un climat dans lequel l'ensemble de nos mécanismes de détoxification sont ralentis, ce qui peut mener à une peau qui doit prendre le relais, et donc avec ce que je disais tout à l'heure, des démangeaisons, des éruptions cutanées, etc. Le sujet de la détoxification et de son lien avec la beauté de la peau, on en parle dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo a un petit peu démystifié le concept de nourrir la peau. Merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.